Bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à la biosécurité dans la gestion des cours d'eau et écosystèmes aquatiques. Cette formation s'inscrit dans une campagne nationale plus large à destination des utilisateurs, qu'ils soient récréatifs ou professionnels des milieux d'eau douce, afin de réduire la propagation des espèces exotiques envahissantes et leur impact. Je suis Arnaud Jacobs, attaché scientifique au secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes, qui est basé à l'Institut des sciences naturelles. On mène cette campagne en partenariat avec les autorités régionales en charge de l'environnement. Dans cette formation, je vais donc vous parler de biosécurité et plus spécifiquement dans le cadre de tout type de travaux de gestion dans et à proximité des cours d'eau et autres milieux aquatiques. La formation se passera en 3 temps. Tout d'abord, une introduction à ce que sont les espèces invasives et leur impact. Ensuite, le concept de biosécurité au sens large. Et puis, dans une troisième partie, vraiment la partie plus concrète et pratique sur la mise en place des mesures de biosécurité dans les travaux de gestion. Pour cette première partie, nous allons voir ensemble le concept de ce que sont les espèces exotiques envahissantes. Alors pour commencer, une petite question pour se demander, parmi ces trois actions, laquelle peut causer le plus de dommages à l'environnement? Entre le fait d'un particulier, un citoyen, qui décide de se débarrasser d'une plante qui est inhabituelle dans son étang, dans son jardin, voire dans son aquarium, et de la jeter dans la nature, dans un cours d'eau. Une deuxième qui est de jeter le fond de son pot de peinture après des travaux chez soi et on le met à l'égout. Ou une troisième qui est de jeter par exemple, un vieil appareil électroménager, comme un réfrigérateur, sur un parking abandonné dans un zoning. Première vue, on se dit une plante, c'est inoffensif, ça n'a clairement pas un impact de pollution, donc ça paraît anodin. Alors qu'on met un produit chimique à l'égout, on sait que derrière, ça a un impact sur la qualité des eaux, même si normalement on commence à avoir des bonnes stations de traitement. C'est contre-intuitif, mais c'est clair que celle qui peut potentiellement avoir un impact plus large et à long terme, c'est la première proposition. Pourquoi? Eh bien, une espèce potentiellement exotique qu'on introduit dans la nature, qui est capable d'y s'y établir et de s'y reproduire, si on ne la contrôle pas, elle va pouvoir former des populations et en fait avoir un effet exponentiel qu'on pourra difficilement contrôler si on n'agit pas suffisamment tôt. Les deuxième et troisième propositions ont clairement un impact local sur l'environnement en termes de pollution, mais il peut facilement être proscrit euh, en retirant soit la source de la pollution, soit va avoir un impact qui ne sera pas exponentiel, sauf s'il est multiplié par évidemment des dizaines de milliers de citoyens qui font ce geste-là. Mais c'est pour bien comprendre que par rapport aux espèces exotiques ou aux vivants, il y a cette capacité de reproduction, de dispersion et de propagation qui peut avoir vraiment un vrai effet boule de neige, un effet cascade. Qu'est-ce que sont donc ces espèces exotiques envahissantes? Alors tout d'abord, le principe d'espèce exotique. Une espèce exotique est une espèce qui va se trouver en dehors de son aire de répartition naturelle, de par l'activité humaine, donc c'est-à-dire de manière intentionnelle, via le commerce, en rapportant des espèces de l'étranger, en introduisant des nouvelles espèces pour la pêche, pour l'aquaculture, pour la chasse, pour l'élevage, ou de manière non intentionnelle qui arrivent comme contaminants, par exemple dans des lots de graines de prés fleuris, qui arrivent comme contaminants d'eau de ballast, ou comme contaminants par exemple du substrat de plantes qui peuvent amener tout un tas d'insectes ou autres invertébrés de manière involontaire avec elles. Donc, ce qui est important ici de retenir, c'est vraiment le fait que c'est l'activité humaine qui transporte, c'est le commerce, c'est toute l'activité de transport qui fait que les espèces sont en fait rendues extrêmement mobiles au-delà tout à fait de leur capacité naturelle à se disperser. Donc ça, c'est une notion très importante. Par rapport à ce nombre d'espèces exotiques, en Belgique, on l'estime à plus de 3000 espèces au total, selon la dernière estimation effectuée en 2024, avec pour 3 quarts, ce sont des espèces de plantes, et pour 1 quart, des espèces animales. Donc ça représente les espèces dites exotiques. Mais il faut savoir que, évidemment, ce ne sont pas toutes les espèces exotiques qui vont derrière avoir un risque invasif.
on parle souvent de cette règle de 10%, c'est-à-dire que sur, on va dire, 1000 espèces qui sont potentiellement introduites via différentes voies, volontaires ou involontaires chez nous, seulement 10%, c'est-à-dire 100 espèces, vont être vraiment capables de s'établir, de former des populations. Et parmi ces espèces capables de s'établir, encore 10% vont montrer un réel potentiel invasif. Ça nous mène donc à ces espèces-là, les espèces qui, une fois établies, montrent cette capacité de s'établir, de se propager, de coloniser des milieux. Donc l'espèce exotique envahissante, c'est à la fois l'espèce qui est donc introduite par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle, mais qui, une fois installée dans ce nouvel environnement, peut causer de sérieux problèmes, des impacts négatifs, donc à la fois sur la biodiversité, en entrant en compétition avec des espèces indigènes, par prédation, en transmettant des maladies à nos espèces indigènes et en modifiant même fortement le milieu. On pense au milieu aquatique, en diminuant la disponibilité en oxygène, l'accès à la lumière, etc. Mais les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi avoir un impact sur la santé, ici avec l'exemple des brûlures causées par la berce du Caucase, ou des allergies causées par certaines plantes, ou on pense encore aux piqûres des frelons asiatiques. Enfin, l'impact de ces espèces va même au-delà avec des impacts économiques où celles-ci peuvent vraiment bloquer la navigation sur les cours d'eau, poser des impacts sur les infrastructures, sur le fonctionnement des machines, etc. Donc on a vraiment un problème large qui pose primairement un impact sur la biodiversité et l'environnement, mais ça va au-delà en s'attaquant vraiment à tous les aspects socio-économiques. Tant et si bien que ces espèces sont en fait parmi le top 5 des menaces sur la biodiversité. Donc ça c'est pas rien, c'est ensemble avec d'autres phénomènes majeurs tels que le changement climatique, la pollution, la dégradation des habitats et la surexploitation des ressources. Les espèces invasives y contribuent. Et on a pu démontrer également qu'elles ont un rôle complet ou partiel dans 60% des extinctions d'espèces. Et là, on vise notamment très fort les habitats insulaires, les îles qui sont les plus vulnérables face aux espèces exotiques envahissantes. Par rapport à l'impact sur l'économie, eh bien, il faut savoir que les coûts peuvent être gigantesques et se chiffrer à plusieurs milliards par an à l'échelle mondiale, et que ces coûts sont exponentiels, et en fait on a pu démontrer ces dernières années que tous les 10 ans, l'impact économique est multiplié par 4, ce qui est une croissance vraiment très préoccupante. C'est pour ça que l'Union européenne a décidé d'agir en adoptant un règlement européen sur ces espèces exotiques envahissantes avec une liste d'espèces. C'est une liste d'espèces qui est mise à jour régulièrement. Aujourd'hui, on en a plus de 100 espèces qui sont listées par l'Europe. Et donc, pour toutes ces espèces, il y a une interdiction de transport, de commerce, d'achat, d'importation, d'élevage. Donc ça, c'est un outil très puissant. Et il y a aussi une obligation de mettre en place des mesures pour freiner leur propagation, volontaire ou involontaire, et pour mettre en place des systèmes d'alerte, de monitoring et de gestion de ces espèces. Par rapport à ces mesures, une des mesures primordiales est de s'attaquer à la prévention et de freiner la propagation de ces espèces. Donc chaque État membre, et y compris la Belgique, doit analyser par quelles voies sont introduites les espèces et par lesquelles elles se propagent. Donc cette analyse a déjà été réalisée par 3 fois en Belgique, et 10 voies prioritaires ont été identifiées, à savoir tout ce qui concerne le commerce de plantes, d'animaux domestiques, également les pratiques de la pêche, le transport de matériel d'habitat, donc c'est-à-dire le terreau et autres substrats, l'utilisation de machines, autant dans les milieux aquatiques que notamment pour des travaux de terrassement ou liés au transport de sol, la contamination
des substrats de culture, la contamination liée au transport de plantes ou au transport d'animaux. On pense notamment aux stocks de poissons qui peuvent contenir des contaminants, d'autres espèces contaminantes. Et enfin, l'utilisation d'appâts vivants, notamment pour la pêche, mais aussi de nourriture vivante qui sert à nourrir d'autres animaux et qui peuvent, elles aussi, transporter en fait d'autres espèces de manière involontaire. Donc ça, c'est les 10 voies prioritaires qui ont été identifiées en Belgique, pour lesquelles la Belgique a adopté en fait un plan d'action qui s'attaque à ces voies avec différentes mesures de sensibilisation, de formation, réglementaire, de recherche et de monitoring. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au concept de la biosécurité et plus particulièrement en lien avec les espèces exotiques envahissantes. La biosécurité peut être mise en place sur plusieurs des voies prioritaires identifiées. Alors pour le milieu aquatique, ça va donc concerner les activités telles que la pêche, les travaux de gestion qui utilisent des machines, mais aussi l'apport d'animaux via l'empoisonnement ou l'utilisation d'appâts. Et donc tout ça, ce sont des voies pour lesquelles des mesures de biosécurité peuvent être mises en place. Mais ça ne concerne pas que les milieux aquatiques, cela concerne aussi d'autres voies telles que le transport de matériel d'habitat et de substrat. Donc c'est tout ce qui est par exemple lié à l'horticulture, l'utilisation de terreaux qui peuvent amener des contaminants. Là aussi, mettre en place des mesures de prévention peut aider à réduire en fait la propagation de contaminants et d'espèces exotiques envahissantes. Donc ça c'est aussi une filière qui doit mettre en place des mesures de prévention. La biosécurité, donc c'est quoi? C'est donc toutes ces mesures qui vont réduire le risque de propager des espèces ou d'en introduire des nouvelles, mais aussi d'agents pathogènes. Ça ne concerne pas que les espèces exotiques envahissantes, on a pas mal d'autres secteurs qui mettent en place déjà ce type de mesures. Par exemple, en agriculture, tout ce qui est élevage doit mettre en place des mesures strictes pour éviter la propagation de maladies en désinfectant le matériel. L'horticulture également, pour éviter la propagation d'organismes de quarantaine et d'insectes indésirables, en stérilisant notamment les terreaux de manière obligatoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un ensemble en fait de propagules, c'est-à-dire d'agents de propagation, que ce soit des larves, des œufs, des organismes au stade juvénile voire adultes, des plantules, des graines, qui peuvent être transportés via toutes ces voies, que ce soit via du matériel, via du substrat. Donc on peut avoir même aussi du microbien, des agents pathogènes, des champignons, des bactéries qui peuvent être transportés par ces différentes voies. Les mesures qu'on va détailler ensemble dans la présentation à la suite servent vraiment à en fait réduire fortement ce risque de les propager. Vous allez me dire pourquoi mettre en place des mesures qui vont peut-être être en effet un peu coûteuses ou prendre un petit peu de temps? Eh bien, c'est qu'en fait, par rapport au coût de l'éradication, ces coûts de prévention sont vraiment minimes. L'éradication de ces espèces, une fois installée, est souvent extrêmement coûteuse, voire même très difficile quand l'espèce est déjà extrêmement bien implantée et présente de manière généralisée dans le pays. La prévention est donc beaucoup plus efficace et certainement plus rentable. Ensuite, parce qu'il y a en fait il y a une obligation de mettre en place des mesures de prévention pour éviter que les espèces se propagent ou arrivent dans des nouveaux milieux. Ça, c'est l'Europe qui nous l'oblige. Et parce qu'en fait, ça répond en fait à un besoin plus général euh, qui tient compte de la protection de l'environnement, mais pas que. Comme je disais, les espaces ont un impact sur la pratique des activités, que ce soit récréatif, mais aussi un impact économique. Donc toutes ces mesures vont aussi avoir un impact positif pour la santé et la pratique de différentes activités dans les milieux d'eau douce notamment. Ensuite, détecter les espèces, c'est difficile. Sur son matériel, ça peut l'être aussi. Donc des mesures généralisées de prévention, ça aide à ne pas faire du cas par cas. Ensuite, comme je disais dans l'introduction, c'est une campagne qui vise à s'attaquer à différents secteurs et ça fait partie même d'un plan d'action national qui vise une grande variété d'acteurs. Donc c'est vraiment une idée d'un effort collectif pour réduire l'impact extrêmement négatif de ces espèces invasives chez nous.
Un exemple qui ne concerne pas les milieux d'eau douce, mais qui concerne en fait le secteur horticole, des pépinières et autres, qui montre ce qui se passe si on ne fait rien. Donc ici, c'est une petite bête qu'on appelle un ver plat, du doux nom scientifique de Obamanungara, qui a été détecté pour la première fois chez nous en 2017, et jusqu'en 2018, on l'a observé qu'à un seul endroit, à Bruxelles. Ces dernières années, on a fait plus d'efforts pour le monitorer et le rechercher, donc il y a clairement un effet de plus, on le trouve plus parce qu'on le cherche plus, mais il n'y a pas que ça, il y a clairement le fait que toute cette espèce est toujours observée dans les jardins privés ou même souvent aussi dans les magasins de plantes, dans les jardinières et les jardineries et les pépinières. Donc c'est clairement un secteur qui va devoir mettre en place des mesures de biosécurité pour freiner en fait la propagation de cette espèce. Et on voit que si on ne fait rien, ben, on peut s'attendre que très rapidement, elle aura colonisé déjà toutes les jardineries du pays et ensuite petit à petit aussi les jardins privés. Ça montre l'impact qu'on peut avoir si on met suffisamment tôt et suffisamment rapidement des mesures efficaces pour détecter et essayer de ne plus propager cette espèce. Ça nous vient à dire de quand peuvent être mises en place des mesures de biosécurité dans le processus d'invasion d'une espèce. Donc le processus c'est, on a une nouvelle espèce qui arrive via un vecteur, un transport par exemple en container depuis l'étranger, elle est introduite et elle peut réussir à s'établir chez nous dans le milieu naturel. Une fois établie, ensuite elle va être propagée à la fois naturellement mais aussi de manière accélérée par les différentes activités humaines. La biosécurité peut donc être mise en place à la fois dès l'arrivée pour éviter une introduction. Donc on pense à des contrôles aux frontières, des mesures sanitaires dès l'arrivée de containers pour éviter que de nouvelles espèces contaminantes puissent arriver chez nous. Mais une fois établies, on peut aussi empêcher qu'elles se propagent dans le milieu naturel ou qu'elles se propagent vers d'autres régions une fois établies dans le milieu naturel. Donc c'est les différents moments cruciaux où des mesures de prévention peuvent être mises en place. Voilà qui concluait notre deuxième partie. Maintenant, dans la troisième partie de ce webinaire, on va s'attaquer aux mesures concrètes que vous pouvez mettre en place en tant que gestionnaire dans vos activités quotidiennes afin de réduire le risque de propager des espèces invasives. Sont visées ici toutes les activités qui sont dans et à proximité des cours d'eau et plans d'eau. Donc ça va des tâches classiques d'entretien usuel, de fauchage des berges, de curage, de monitoring, de remplacement et de vérification des installations. Ça va aussi au nettoyage des cours d'eau et au suivi dans les cours d'eau de différents paramètres biologiques, physiques, chimiques. Donc c'est un ensemble d'activités qui peuvent mettre en place des mesures de biosécurité. On vise donc, comme je disais, autant des travaux de gestion généraux qui ne visent pas spécialement les espèces exotiques envahissantes, mais aussi les travaux qui visent plus concrètement à gérer des populations d'espèces exotiques envahissantes. Tous ces types de travaux doivent mettre en place des mesures de biosécurité. Ceux qui visent plus spécifiquement les espèces exotiques, elles doivent clairement avoir une attention plus particulière. On va détailler le plan d'action qui se passe en fait un peu en 4 étapes. Donc ça va de la planification des travaux et ensuite à 3 étapes clés de l'entretien du matériel qui consiste à le vérifier, le nettoyer et puis le sécher. Ça s'adresse en particulier pour les trois étapes de vérifier, nettoyer, sécher aux ouvriers et travailleurs de terrain. Et pour l'étape de planification, plus concrètement, en fait, au chef d'équipe et au maître d'ouvrage qui doit préparer ces chantiers. On va s'intéresser tout d'abord aux étapes vérifier, nettoyer, sécher pour les travailleurs de terrain. Alors, la première étape, c'est celle de vérifier son équipement et ses vêtements. On se pose la question de qu'est-ce qu'on doit concrètement contrôler et si on trouve quelque chose, où est-ce qu'on doit s'en débarrasser? Eh bien, ce qu'il faut contrôler, c'est tout son équipement, donc c'est-à-dire ses vêtements, ses chaussures, mais également tout son matériel, petit ou grand. Il faut vérifier pour la présence de boue,
de fragments de plantes, éventuellement de résidus d'animaux et autres. L'idée, c'est de tout enlever et de laisser sur site, si possible à distance de l'eau pour que ça puisse sécher et ne pas être propagé plus loin par le cours d'eau, et à distance du passage pour éviter que d'autres personnes remarchent dessus par exemple. Si ce n'est pas possible, alors tout ce qui est retiré de son matériel et de son équipement pourra être évacué avec les déchets usuels. Pour la deuxième étape, ça consiste à nettoyer son matériel. Alors pourquoi devoir nettoyer après avoir vérifié? C'est qu'en fait, la première étape consiste à enlever tout ce qui est grossier et visible à l'œil nu, mais beaucoup de choses peuvent encore se cacher. On pense plutôt à des plus petits fragments, des graines, voire même des bactéries ou des maladies. L'étape de nettoyage consiste donc à utiliser alors un kit de biosécurité que vous devrez avoir avec vous. Ici, on détaille un peu un contenu conseillé de ce que devrait avoir ce kit, c'est-à-dire avoir une bonne brosse dure qui va servir à vraiment venir gratter l'essentiel de ses vêtements et son équipement, avoir un grattoir spécifique pour les semelles. On conseille aussi un outil pratique qui s'appelle un boot buddy, mais ça peut être d'autres, mais qui sont en fait des brosses qui injectent de l'eau en même temps, donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Avoir toujours, si possible, une petite quantité d'eau claire qui permet en fait de pouvoir bien rincer son matériel. Si on n'a pas ça, il faudra utiliser l'eau du cours d'eau, mais c'est moins préférable. On peut aussi avoir un guide d'identification des espèces exotiques, ça peut toujours être pratique sur le terrain. Et l'utilisation d'un grand seau flexible, ça permet de plus facilement se débarrasser de toute la boue et du matériel et de pouvoir l'évacuer plus loin à distance du cours d'eau, ou si on est sur une surface en dur, de pouvoir le faire au-dessus du seau. Et finalement, d'avoir des sacs plastiques pour soit collecter les résidus qu'on voudrait mettre aux déchets, soit de pouvoir mettre le matériel sale qui ici devait être nettoyé seulement plus tard, une fois qu'on est de retour dans ces installations. La troisième et dernière étape, c'est celle du séchage. Alors, le séchage est très important derrière, c'est pour vraiment s'assurer que plus rien ne va survivre. C'est pour ça qu'on conseille de le faire pendant minimum 48 heures, ce qui laisse le plus de chances de tuer tout résidu, fragment, propagule ou bactéries. L'intérêt, c'est de pouvoir le faire dans un espace de stockage qui soit bien ventilé, à une température plus élevée, afin d'accélérer le séchage de ce matériel. Dans certains cas, le séchage est compliqué ou difficile, ou n'est pas possible, surtout si on doit retourner régulièrement, alors dans ces cas-là, on conseille la désinfection. Également, lorsqu'on a des tâches spécifiques qui sont extrêmement sensibles, c'est-à-dire le travail par exemple avec les amphibiens, ou quand on doit faire des gestions dans des zones à plus haute valeur écologique, telles les réserves naturelles. Les désinfectants conseillés sont l'eau chaude, si on a un nettoyeur haute pression qui fonctionne à l'eau chaude, ou via immersion prolongée. Ce qui est important, si on utilise un nettoyeur haute pression, c'est de ne pas faire de mouvement de balayage rapide. Il faut que le matériel soit bien exposé à l'eau chaude suffisamment longtemps, donc il faut avoir un mouvement lent et proche de son matériel pour que voilà, l'eau chaude ait vraiment son impact. D'autres produits peuvent être utilisés, tels que l'éthanol ou le biocide spécifique Virkon S qui peut être utilisé dans les cas spécifiques. Il faut quand même noter que c'est un biocide qui doit donc faire l'objet d'une autorisation pour pouvoir l'utiliser. Et il est important de rappeler que en fait, la désinfection doit se faire sur un matériel qui est lui-même déjà propre. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux mesures qui seront d'application pour les personnes en charge de la planification des travaux et des chantiers. Un premier point d'attention, c'est l'attention au plus grand matériel et aux grandes machines. Là, si on a ce type de matériel-là, il est vraiment préférable d'avoir à sa disposition un nettoyeur haute pression qui soit de préférence à l'eau chaude, parce qu'on l'a vu, l'eau chaude va avoir un meilleur impact pour tuer les organismes. Ces nettoyages-là devront vraiment devront être faits loin des cours d'eau et des zones humides
pour ne pas relarguer du matériel qui pourrait être propagé. Alors, un autre point d'attention, c'est quand on a du matériel qui est vraiment plus compliqué à nettoyer, tel que les godets de tonte ou les godets faux quart d'heure, qui ne seront jamais complètement propres. Si on est passé sur des zones avec des plantes exotiques envahissantes, dans ce cas-là, il faut faire attention à ne plus utiliser ce matériel-là dans des zones naturelles sensibles. Une option quand on fait appel à des prestataires par rapport au grand matériel, c'est de demander l'utilisation d'attestations de nettoyage. C'est-à-dire sur le principe de arriver propre au chantier, partir propre. Quand on peut contrôler ça, on peut demander dans ces contrats ce type d'attestation pour garantir que tout le matériel qui arrive sur le chantier est propre et donc n'est pas contaminé. Certaines administrations mettent déjà en place ce type de principe-là. Ensuite, quelques points d'intention par rapport à la planification des travaux. Le premier, c'est le fait si on a plusieurs sites à visiter sur une même journée, que le travail de terrain doit être planifié. On a par exemple 3 sites, il y a plusieurs options. On peut commencer par le A ou terminer par le A. Comment choisir par où est-ce qu'on commence, par où est-ce qu'on termine? Bien, une possibilité est de déjà savoir en amont là où on a le plus de risques de trouver des espèces exotiques envahissantes. Si sur le site B, on sait qu'on a des espèces exotiques envahissantes, sur les deux autres sites pas, bien on va vraiment privilégier le fait de terminer sa journée par le site qui est lui-même contaminé afin de ne pas en fait ramener des espèces invasives du site B vers les deux autres sites. Donc une des options, c'est de le visiter en dernier, voire même d'utiliser des sets de matériel différents pour ce site-là, ou même, quand c'est possible, évidemment ça se voit en fonction de la planification de l'ensemble des chantiers, quand c'est possible de faire à part les sites les plus contaminés en espèces exotiques envahissantes pendant d'autres journées ou des journées consacrées uniquement à ce type de site-là. Mais ce n'est pas toujours faisable évidemment. Une autre option importante, c'est quand on travaille le long de cours d'eau, pour éviter la propagation, c'est de travailler toujours d'amont en aval. C'est-à-dire, on commence par le site A en amont, et petit à petit, on travaille du haut vers le bas, afin que si on relargue potentiellement un fragment de plante, il ne va pas venir contaminer une zone qu'on a déjà traitée. Donc ça, c'est un principe vraiment primordial dans la planification de ces travaux pour éviter en fait que le travail qu'on fasse ne soit pas complètement efficace. Un autre point de planification, c'est celui de l'accès au site des véhicules. Mais il faut pouvoir vraiment restreindre au maximum cet accès direct des véhicules. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, les véhicules sont un vecteur de propagation. Donc, si possible, de regarder où est-ce qu'on peut stationner les véhicules, est-ce qu'il y a des voies d'accès alternatives, et un autre point, c'est celui d'éviter, si possible, les zones avec des EE pour l'accès et le stationnement. La question qui se pose également, c'est de réfléchir par rapport au calendrier, est-ce qu'on est dans une période où les plantes sont montées en graines et donc il y a un plus grand risque qu'on puisse transporter ces graines, savoir aussi quelles espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site et est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques à utiliser, où est-ce qu'elles se trouvent aussi sur le site. Si le chantier ne vise pas directement la gestion des espèces invasives, le plus recommandable, c'est de clôturer la zone et de ne pas la pénétrer pour ne pas risquer d'encore plus propager l'espèce. S'il y a des espèces exotiques envahissantes présentes dans l'eau, il est vraiment pas recommandé d'effectuer à ce moment-là du curage ou du travail de faux cardage sur cette zone-là pour ne pas encore plus en fait produire des fragments qui vont être propagés vers l'aval, sauf si on est vraiment sur un chantier de gestion spécifique sur ces espèces-là. Un autre point d'attention, c'est celui du matériel. Il faut veiller à ce que ces équipes, tout comme et ces équipements de protection, aient
du matériel qui soit facile à nettoyer. Donc lorsqu'on renouvelle ces équipements-là, faire attention à ce que ce soit du matériel pratique pour mettre en place les mesures vérifier, nettoyer, sécher. Les équipes sur le terrain doivent évidemment faire attention à emporter le matériel qu'on mentionnait juste avant par rapport au kit. Donc c'est-à-dire est-ce qu'on a pris un bidon d'eau claire, des brosses et des sacs, et si possible, quand ça se justifie, d'avoir des sets multiples pour les sites contaminés. Les locaux devront pouvoir être aménagés de manière adéquate, soit pour séparer le matériel qui va aller sur des sites contaminés du matériel propre, et également faire attention aux zones de stockage pour le séchage adéquat pendant suffisamment longtemps du matériel. Donc ça, c'est des aménagements qui peuvent être envisagés, qui sont en général pas très coûteux et qui peuvent vraiment en fait, faciliter la mise en place au quotidien de ces mesures de biosécurité pour qu'elles deviennent en fait tout simplement une routine et une habitude. Pour retrouver toutes les informations et plus encore, nous vous renvoyons vers le guide pratique que nous éditons aussi dans le cadre de cette campagne, qui vise à informer autant les maîtres d'ouvrage que les prestataires en charge de la mise en place des travaux de gestion sur le terrain. Donc sont visés ici vraiment autant donc la planification, l'encadrement et l'exécution de tout type de travaux de gestion, d'entretien, d'aménagement ou d'infrastructure. Les liens seront mis sous la vidéo et également disponibles sur la page d'accueil de la campagne. Dans ce guide, vous trouverez autant les instructions pour vraiment inclure toutes ces mesures dans un cahier des charges pour inviter son prestataire à les mettre en œuvre, et également en annexe des protocoles de travail spécifiques pour les chefs d'équipe et pour les ouvriers de terrain, et également tout un ensemble de mesures spécifiques qu'on n'a pas détaillées ici dans cette formation, visant tout type de travaux comme le fauchage, le curage ou les travaux de terrassement. Donc c'est vraiment intéressant puisque ça va plus loin et ça vient vraiment répondre à des besoins spécifiques. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Nous avons également développé du matériel de communication dans le cadre de cette campagne, et ici spécifiquement à destination des gestionnaires. Il y a donc une affiche qui est disponible sur commande via l'adresse mail indiquée ici pour pouvoir l'afficher dans vos locaux et sur site pour sensibiliser les travailleurs et les équipes. Elle est aussi disponible en format numérique sur le site de la campagne. On a également deux vidéos, une vidéo générale de sensibilisation sous format animé et une vidéo plus pratique qui montre en images les différentes mesures de biosécurité présentées dans cette formation. Elles sont toutes disponibles sur le site. Pour terminer, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, on renvoie à différentes ressources. Les deux premières sont malheureusement uniquement disponibles en néerlandais, mais permettent d'aller vraiment plus loin dans les mesures de prévention et de biosécurité quand on travaille avec des espèces exotiques envahissantes. Le troisième est un guide vraiment bien fait sur plus concrètement les mesures de gestion des espèces exotiques envahissantes et en fait donc pour les plantes rivulaires et les plantes aquatiques. C'est un guide développé par le projet Life Riparias actif chez nous en Belgique. On arrive au bout de cette formation. Pour retrouver tout le matériel, vous pouvez consulter la page de la campagne qui est iasregulation.be/checkcleandry, le slogan de cette campagne. C'est une campagne qui a été développée par le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes pour le compte et en collaboration avec les autorités régionales et l'autorité fédérale en charge de l'environnement, donc à l'échelle nationale en Belgique. C'est vraiment un effort coordonné et collaboratif dont on est vraiment fier. On espère que vous vous sentez déjà plus outillé et que vous êtes convaincu de l'impact que vous pouvez avoir pour réduire la propagation des espèces invasives dans nos eaux.
C'est donc un effort commun à fournir et qui nécessite certainement la mise en place de nouvelles pratiques et l'adaptation d'une nouvelle routine, mais ça permettra à tout le monde de devenir en fait des héros de la protection des écosystèmes aquatiques. Merci et très bonne journée à vous.